Bienvenue sur la seule chaîne compétitive Warhammer 40 000 vous expliquant comment utiliser la synergie de vos unités. Et dans cet épisode, on va voir 6 synergies d'unités du codex Space Marine extrêmement performantes en ce moment. Et on va commencer avec une comparaison. Les Sternguard, valant 100 points pour une unité de 5 et 200 pour celle de 10, aux intercesseurs d'assaut qui sont légèrement plus bas en points, 75 pour l'unité de 5 et 150 pour la grande unité. Du côté des capacités, les Sternguard vont profiter sur toutes leurs attaques, c'est-à-dire de tir comme de mêlée, d'une relance des jets pour blesser si jamais vous ciblez l'unité sur laquelle vous avez mis le serment de l'instant. Celui-ci d'ailleurs va vous offrir une relance complète des jets pour toucher. Et si vous n'êtes pas Black Templar, Blood Angel, Dark Angel, Deathwatch ou Space Marine, d'un bonus supplémentaire de +1 pour blesser. Du côté de la capacité des intercesseurs d'assaut, vous allez profiter d'une relance des 1 pour blesser, native. Mais si l'unité ennemie que vous ciblez est à portée d'un pieu objectif, alors vous profiterez d'une relance des jets pour blesser. Au final, la grande différence pour le moment entre ces deux unités, c'est le conditionnement. D'un côté, les Sternguard ont seulement besoin de cibler l'unité où vous avez mis le serment de l'instant, et cela va fonctionner aussi bien pour le tir que le corps à corps. De l'autre côté, même si vous payez moins cher, l'unité d'intercesseur d'assaut va avoir besoin que l'unité ennemie se trouve sur un pion objectif. Et si ce n'est pas le cas, alors vous aurez simplement une relance des 1 pour blesser. Regardons maintenant leurs différents équipements. On commence avec les armes de tir, et du côté Sternguard, je dois dire que c'est bien plus riche. Tout d'abord, leur arme principale, le Sternguard Bolt Rifle. Si vous êtes un joueur plutôt agressif, la capacité assaut va vous permettre justement de pouvoir avancer et tirer. Et cela devient très intéressant si vous avez aussi la possibilité de charger par la suite, afin de ne pas rester bloqué en plein milieu du champ de bataille. La capacité de tir rapide ajoutera justement un petit tir supplémentaire si jamais vous vous trouvez à mi-portée de l'unité ennemie. Si vous avez plutôt un jeu statique, alors la capacité lourde vous donnera un bonus de +1 pour toucher, vous permettant de toucher à 2+. Pour ce qui est des armes de tir des intercesseurs d'assaut, c'est assez maigre. On utilisera régulièrement le pistolet plasma car il possède une force 7, PA-2, dégâts 1 sans surcharge voire dégâts 2, suivant les situations cela peut être pratique. Par contre j'affectionne particulièrement c'est le pistolet lance-flamme car celui-ci vous permet potentiellement de menacer les unités adverses cherchant à vous charger en utilisant le stratagème qui est en état d'alerte. Surtout lorsque vous allez affronter des Eldar qui sont endurance 3 ou des gardes impériaux qui ont la même endurance et surtout une sauvegarde à 5. De quoi amoindrir les attaques que vous allez subir. Pour ce qui est des armes de mêlée, côté Sternguard, nous avons principalement des Close Combat Weapons, des armes de corps à corps lambda. On a tout de même 4 attaques, touche à 3+, force 4, PA0, dégâts 1, et c'est là le véritable point faible de l'unité. Par contre, petit détail fort intéressant, c'est le gantelet énergétique qui monte à 4 attaques pour le sergent des Sternguard, force 8, PA-2, dégâts 2. Car si on compare aux armes spécialisées des intercesseurs d'assaut, on peut se rendre compte que le sergent de cette unité ne possède que 3 attaques dessus. Par contre, il a un accès au marteau tonnerre pour la blessure dévastatrice, et lorsque l'on profite d'une relance des jets pour blesser, c'est plutôt intéressant. Le souci, c'est que vous toucherez à 4+, si vous choisissez cette arme. Pour résumer, la différence réelle entre ces deux unités, c'est principalement le conditionnement. Du côté des Sternguard, vous devez simplement focaliser sur le serment de l'instant. Découleront des blessures dévastatrices grâce à vos armes de tir qui vous permettront même d'avancer, tirer, et si vous avez la possibilité de charger, si jamais vous jouez Stormlance par exemple, ou alors la Gladius avec la doctrine d'assaut. De l'autre côté, nous avons des intercesseurs d'assaut qui n'ont pas de relance de jet pour toucher natif, mais qui l'obtiendront grâce au serment de l'instant aussi. Et par contre, il faudra surveiller le positionnement des unités adverses pour savoir quand vous pourrez profiter de la relance des jets pour blesser. Le seul réel avantage de cette unité, c'est sa saturation de PA-1 grâce aux Astartes Chainsword que les Sternguard n'ont pas en série. Maintenant, regardons un personnage très intéressant à combiner avec ces unités, le classique Capitaine. Sa première capacité, le rite de bataille, vous permettra de réduire le coût d'un stratagème d'un point de commandement. C'est-à-dire qu'un stratagème comme honorer le chapitre chez la Gladius, qui coûte un seul point de commandement, vous coûtera 0 lorsque vous utiliserez la capacité du capitaine. Ce qui est intéressant avec ce genre de stratagème, c'est le bonus de lance, qui vous offrira un bonus de +1 pour blesser, qui sera très intéressant si vous jouez Black Templar, Blood Angel, Dark Angels, Deathwatch ou Space Wolf, car les chapitres ne profitent pas déjà de ce bonus lorsque vous ciblez le serment de l'instant. Petite cerise sur le gâteau, c'est un stratagème qui va aussi potentiellement améliorer la pénétration d'armure de vos attaques, passant les intercesseurs d'assaut de PA-1 à PA-2, -3 pour le gantelet ou le marteau, alors que du côté Sternguard, pour ce qui est du corps à corps, malheureusement vous serez PA-1 grand maximum. Mais ce n'est pas réellement là l'intérêt fort des Sternguard. Autre stratagème qui peut être intéressant, notamment dans l'Iron Storm avec Unbowed Conviction, sous certaines conditions, parce que vous devez être en dessous de votre effectif de départ, donc avoir au moins subi la
perte d'une figurine. Jusqu'à la fin du tour, vous ignorerez tous les modificateurs. Et ça va être très intéressant, car vu que principalement nous avons des dégâts 2 sur le capitaine que nous verrons juste après, cela vous permettra justement d'esquiver toutes les capacités défensives de -1 dégâts, dégâts divisés par 2, -1 pour être blessé, etc., etc., afin de rester à votre plein potentiel. Mais ceci n'est qu'un petit détail. Regardons justement l'autre capacité du capitaine qui va nous intéresser, Finest Tower. Celui-ci vous permet une fois par partie, au début de la phase de combat, de pouvoir la déclencher. Elle vous offre alors un bonus de +3 attaques et la capacité blessure dévastatrice. On en a déjà parlé juste avant avec les Stenguard, mais lorsqu'on profite d'une relance complète des jets pour blesser, forcément on va fiabiliser ce genre de capacité. Lorsque l'on regarde les armes de mêlée du capitaine, on s'aperçoit qu'il a accès à la Master Crafted Power Weapon, l'arme énergétique de maître, pour sa PR-2, dégâts 2 et surtout ses 6 attaques. Point faible de l'arme, elle est seulement force 5, ce qui est très faible. Mais vous pouvez aussi vous diriger vers le Power Fist, le gantelet énergétique. Il perd une attaque passant de 6 à 5, par contre vous augmentez tout de suite à force 8. Et ça peut devenir très intéressant suivant comment vous allez justement construire votre capitaine. Et pour ça, on va se diriger vers les optimisations. Lorsque l'on a un personnage qui est capable d'améliorer le volume d'attaque qu'il génère, alors on pourra accentuer ceci grâce à la touche soutenue. C'est pour cela que je vous donne comme exemple l'optimisation du détachement Liberator Rage-Fulled Warrior. Car celui-ci, sur un moment, une fois par bataille, vous obtiendrez la touche soutenue 3. Ce qui veut dire que pour chaque touche critique, vous allez rajouter 3 touches supplémentaires. Que l'on touche à 2+, comme nous avons pu le voir tout à l'heure, alors vous avez de quoi largement optimiser le volume d'attaque que vous allez générer. Pour ensuite passer au jet de blessure, et puisque vous serez en relance des jets pour blesser, vous pourrez justement fiabiliser la blessure dévastatrice. Un autre moyen d'ailleurs pour fiabiliser celle-ci, c'est d'obtenir un anti-X. Quand je dis anti-X, c'est soit un anti-véhicule, anti-monstre, anti-infanterie, car lorsque vous êtes anti quelque chose, vous allez générer des blessures critiques beaucoup plus facilement. À titre d'exemple, dans le détachement champion de russe des Space Wolves, nous avons la Mort Noire, la Black Death, qui offre au personnage la capacité anti-monstre 4+, et anti-véhicule 4+, vous permettant de générer des blessures dévastatrices sur du 4+. N'oubliez pas, ça reste un jet pour blesser, donc vous êtes relance des jets pour blesser grâce aux Stenguard ou aux intercesseurs d'assaut suivant la condition que vous devez exploiter. Maintenant que nous connaissons tout ça, regardons un peu les coûts. Car à cela, nous allons forcément devoir ajouter un impulsor minimum pour la petite unité de 5. Si vous êtes évidemment sur la grande unité de 10, vous aurez besoin, puisque ce sont des unités Tacticus, d'un répulsor. D'un point de vue coût, nous sommes à 80 points pour l'impulsor et 180 pour le répulsor. Pour ce qui est du coût global du côté des Stenguard, on va avoir 260 points pour le capitaine, l'unité de 5 et l'impulsor, contre 460 dans la version élargie avec le répulsor. Côté intercesseur, nous serons sur 235 points la petite unité et 410 points la grande, soit un différentiel de plus 25, plus 50. Donc la véritable question qu'il faudra se poser, c'est est-ce intéressant d'investir ces petits points supplémentaires pour avoir peut-être une efficacité plus intéressante? Bref, maintenant que nous connaissons la théorie, passons à la pratique, car il y a une grande différence entre les deux unités. Et on se retrouve sur Tabletop Simulator pour tous les cas pratiques. Le premier, donc, c'est le capitaine, ici en vert avec le gros socle, et ses 5 Stenguard, avec les 5 autres socles verts. C'est à notre tour, donc, hop, on a le serment de l'instant qu'on met forcément sur le Malceptor. On va effectuer notre mouvement de 6 pouces, parce que l'unité bouge de 6 pouces. On va pouvoir effectuer justement des tirs sur le Malceptor, avec la relance des jets pour toucher. On va lui infliger un certain nombre de blessures. Au niveau des armes de tir, on est bien sur les Stenguard Bolt Rifle, on en a 10 parce qu'ils sont 5 x 2, mais puisqu'on est à mi-portée, on va pouvoir rajouter 5 tirs, donc 1 tir, parce que c'est tir rapide 1. Donc on va pouvoir toucher sur du 3+, on relance, et puisque l'on a mis le serment de l'instant, on va pouvoir relancer nos jets pour blesser, et vu qu'on est blessure dévastatrice, tous les 6 que l'on va obtenir désormais seront des blessures dévastatrices. On blesse sur du 6, on lance les dés, on a déjà 3-6, on les met de côté, on relance le reste, on obtient 2-6, on fait déjà 5 blessures dévastatrices à notre Malceptor. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va passer à la phase de charge, donc on va prendre 2 de nos petits dés, on va effectuer une charge à 7, c'est très stat, on pousse un petit peu le pion pour avoir de l'espace, et donc si on veut rester un petit peu sur l'objectif, potentiellement, on peut aller chercher, hop, voilà, la mise en contact.
Et une fois que la phase de charge est finie, on va passer à la phase de combat. On va sélectionner d'abord nos figurines qui vont taper, donc avec les attaques normales, c'est-à-dire les 4 petits Stern Guard. On enlève, donc on a des Close Combat Weapon. On va toucher à 3+, relançable parce que l'on a le serment de l'instant. Bien sûr, on est force 4, endurance 11, donc on blesse sur du 6. On a déjà 4 sauvegardes, on relance le reste. Ça fera 7 sauvegardes à 3+, et donc il va perdre 1 point de vie. Très beau jet de sauvegarde. Ensuite, on va avoir le sergent de l'unité qui va pouvoir taper, il est juste là. Son gantelet énergétique, comme quoi il a 4 attaques, il touche à 3 relançables, voilà. Cette fois-ci, il est force 8, endurance 11, donc il blesse sur du 5+, évidemment relançable. Je fais un super jet de dés, il est invue à 4 le Malceptor, il fait un très bon jet de dés aussi, et donc il va perdre 2 points de vie supplémentaires. Et enfin, on va pouvoir passer au capitaine, car comme vous pouvez le constater, entre la phase de tir et de corps à corps, on a quand même bien baissé les points de vie du Malceptor, sans pour autant que celui-ci soit sur l'objectif. Car grâce au serment de l'instant, je le rappelle, nous profitons d'une relance complète des jets pour blesser aussi bien au tir qu'au corps à corps. Il a 5 attaques, on va lui en rajouter 3, parce qu'il déclenche sa capacité. Il va toucher à 2+, relançable, donc il touche tout, et maintenant il va blesser à 5+. Un très beau jet de dés, relançable grâce au Stern Guard, voilà on en rajoute une autre. Donc on a un 6, donc ça c'est blessure dévastatrice, ce qui signifie que le Malceptor va perdre 2 points de vie, mais on ne les enlève pas tout de suite, car les blessures dévastatrices, on les résout après les jets de sauvegarde. Donc là, PA-2, dégâts 2, invulnérable à 4, il en réussit 3, c'est un très beau jet, et donc il va perdre 4 points de vie en tout. Évidemment, je n'ai pas pris en compte les différents malus que pouvait imposer un Malceptor, mais c'est simplement à titre d'exemple, car je prends un Malceptor comme si c'était un monstre lambda. Dans tous les cas, vous pouvez constater que si jamais vous n'avez pas forcément de bonus du type touche soutenue, ou des facilités justement à pouvoir blesser votre cible, eh bien, vous arrivez quand même à une létalité de 12 points de vie, plus ou moins stable. Ce qu'on peut conclure sur cette unité, c'est que justement cette phase de tir va ramener justement une létalité supplémentaire grâce à sa blessure dévastatrice et à sa relance des jets pour blesser. Parfait pour pouvoir combiner une phase de charge et de combat derrière pour pouvoir venir à bout de certaines unités relativement résilientes. Évidemment, je n'ai compté aucun malus, mais je n'ai compté aussi aucun bonus pour le capitaine en dehors de sa capacité. On va passer à l'autre exemple avec les intercesseurs d'assaut. Cette fois-ci, nous sommes avec notre capitaine et les intercesseurs d'assaut. Dans le même exemple, nous allons placer notre serment de l'instant sur le Malceptor et on va passer à la phase de mouvement. On va bouger donc de 6 pouces. On va tirer, donc en gardant exactement le même scénario. Donc nous avons 4 pistolets bolters qui vont toucher à 3+, relançables grâce au serment de l'instant. Et on va blesser à 6 parce qu'on n'est que force 4, mais cette fois-ci on ne relance pas les jets pour blesser, car les intercesseurs d'assaut ne relancent leurs jets pour blesser que pour leurs attaques de mêlée. C'est raté. On va avoir un petit lance-flamme qui va blesser aussi sur du 6, c'est raté. On va avoir le pistolet plasma que l'on ne va pas surcharger parce qu'on ne veut pas perdre un bonhomme pour rien. Ça touche, ça blesse à 5, ça blesse, et à -2, donc invulnérable à 4 pour le Malceptor, il perd 1 point de vie. Donc déjà ce que l'on peut constater, c'est que la phase de tir n'est vraiment pas la plus grande performance des intercesseurs d'assaut. Certains pourraient me dire que j'aurais pu utiliser une grenade avant. Oui, c'est vrai. Mais puisqu'on n'a pas utilisé ce scénario-là pour les Stern Guard, je préfère garder vraiment la même chose, le jeu basique, le même scénario pour les intercesseurs d'assaut que ceux des Stern Guard. On va passer à la phase de charge, j'ai fait une charge à 7 avec les Stern Guard, donc on va garder exactement la même chose pour les intercesseurs d'assaut. Donc là, maintenant, on va pouvoir s'activer en phase de combat. On va commencer par les petites épées tronçonneuses. Donc on a 16 attaques, on va toucher à 3+, relançable, très bien. Cette fois-ci, notre unité cible n'est pas sur l'objectif, donc on va pas profiter de la relance complète des jets pour blesser, mais seulement la relance des 1. Donc on va blesser sur du 6 parce qu'on est force 4, relance des 1. Hop, on a que 2 sauvegardes à faire, PA-1 sur le Malceptor, donc sauvegarde à 4, il va perdre 1 point de vie. Ensuite, on va passer au sergent de l'unité avec son gantelet, car j'ai gardé le même équipement pour montrer la différence, mais vous pouvez très bien l'équiper d'un marteau tonnerre pour la blessure dévastatrice. On a 3 attaques de gantelet, non pas 4 par rapport au Stern Guard. On va toucher sur du 3+, on touche tout, on blesse à 5, relance des 1, c'est raté pour celui-là, il a 2 invulnérables à 4, il va perdre 4 points de vie. Et on finit évidemment par le capitaine. Il y a 5 attaques, on utilise sa règle Finest Hour pour justement lui donner 3 attaques et blessures dévastatrices, touche à 2+, relançable grâce au serment, blesse à 5+, et relance des 1 avec les intercesseurs d'assaut parce que le Malceptor n'est pas sur l'objectif.
Nous avons 2 blessures dévastatrices, 3 invulnérables d'abord à faire. Sur le Malceptor, il en rate 2, donc ça fait 2, 4 et 6 points de vie. Dans ce scénario-là, on arrive tout de même à avoir un gain de létalité sur le Malceptor plutôt identique. Mais avec une relance complète des jets pour blesser, si le Malceptor était justement sur l'objectif, aurait été bien sûr plus performant. On reste sur un jeu avec des jets de dés, donc on est soumis à l'aléatoire. Avec seulement une relance des 1 pour blesser, le scénario aurait pu être beaucoup plus catastrophique. Maintenant, regardons un peu plus près une autre situation qui pourrait mettre en défaveur les intercesseurs d'assaut. Alors nous avons toujours notre capitaine avec les intercesseurs d'assaut derrière cette ruine, l'objectif étant de pouvoir attaquer le tank commandeur directement. Sauf que nous avons une petite unité d'infanterie de l'Astra Militarum qui nous barre le chemin et qui tient l'objectif en même temps. Donc si notre objectif c'est d'aller chercher le tank commandeur, on pourrait très bien mettre le serment de l'instant dessus pour pouvoir le taper durant la phase de combat. Par contre il faudra traverser les squads d'infanterie adverses. Alors, même scénario, on bouge jusqu'à 6, alors attention, il faut quand même s'arrêter à 1 pouce de nos adversaires, donc tout est bon. On va utiliser notre phase de tir pour essayer de déblayer un maximum d'infanterie. Dans cette condition-là, vous pourriez justement utiliser le stratagème grenade, donc on va le faire, on va faire comme si, donc c'est 6 dés sur du 4+, une blessure mortelle. On inflige 2 blessures mortelles, ce qui va en tuer 1, 2. Évidemment, vu qu'il veut protéger son tank commandeur, il va pas forcément enlever ceux de la première ligne, car il veut vraiment bloquer la charge des Space Marines. Ensuite, on va pouvoir faire les 4 tirs de pistolet bolter qui touchent à 3, pas de relance, parce qu'on a tout mis sur le tank commandeur, on a mis le serment de l'instant sur le tank commandeur. Ça va, on touche bien, on blesse à 3, un qui rate, parce qu'on n'a pas de relance de blesse, c'est seulement sur les attaques corps à corps. Et donc en épée à -1, ils vont avoir une sauvegarde à 6, il en réussit 2, il perd un autre, un jet plutôt chanceux. Ensuite on va avoir le petit lance-flamme, donc on a 3 touches qui vont blesser à 4 parce que c'est force 3. Il n'y a pas de pénétration d'armure, donc save à 5, il en réussit un mort supplémentaire. Hop. Il nous reste quoi? Le petit pistolet standard plasma, on ne surcharge pas, blesse à 2+, c'est raté, et vu que c'est un 1, il n'y a pas de relance parce que ce n'est pas une attaque de mêlée, et on aura tout fait. Là, le problème, c'est qu'on va pas pouvoir attaquer le tank commandeur, les squads d'infanterie nous bloquent le chemin, car vous voyez, au niveau du passage des socles, c'est impossible de passer. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est charger les squads d'infanterie, pouvoir la détruire au corps à corps et utiliser simplement la consolidation pour arriver au contact du tank commandeur. Je vous montre. Nous gardons la charge à 7, donc on va pouvoir passer par là, par exemple 4 pouces et 3 pouces, puis je le contacte ici. On peut venir par là, directement, pour pouvoir nous raccourcir le chemin derrière, parce qu'on a déjà notre figurine ici, qui va pouvoir justement consolider là, parce qu'on arrivera dans la portée d'engagement de notre adversaire, on est à 3,6 pouces, on fera une consolidation de 3 pouces et on arrivera dans la portée d'engagement du tank commandeur sans aucun souci. Hop, hop, on fait ça un peu vite fait. Bien sûr, je vais pas faire les jets de dés, là, ça va mourir très vite avec toutes les attaques de l'escouade. Donc imaginons, nous faisons les dés, nous les tuons. En l'occurrence, on peut atteindre la portée d'engagement du tank commandeur, donc on va faire nos 3 pouces de consolidation. Alors, puisque celui-ci peut pas arriver à portée d'engagement du tank commandeur, il peut très bien s'en rapprocher pour maintenir la cohésion et tenir l'objectif. Voilà, ce qui fait qu'on n'a pas profité du serment de l'instant, on n'a pas réellement profité de la relance des jets pour blesser sur les intercesseurs d'assaut contre le tank commandeur, car celui-ci déjà n'est pas sur l'objectif, mais en plus, la route nous était barrée à cause de l'infanterie. Maintenant, regardons la différence avec les Sternguard. Nous retrouvons nos Sternguard, donc le capitaine avec ses Sternguard, les squads d'infanterie qui nous barrent la route sur l'objectif et le tank commandeur. On commence toujours par mettre hop, son serment de l'instant. On va bouger de 6 pouces, évidemment en restant hop, à plus d'1 pouce de nos adversaires. Nous sommes à 6, 7 pouces, on va dire, de notre tank commandeur. L'objectif étant de pouvoir détruire les squads d'infanterie. Donc, même scénario, nous allons utiliser le stratagème grenade. Donc, on va sortir 6 dés sur du 4+. Là, on a gagné une blessure mortelle supplémentaire par rapport aux intercesseurs d'assaut. Donc, hop, hop, 3 blessures mortelles. Nous allons maintenant tirer avec notre unité. Nous avons 10 tirs de Bolt Rifle Sternguard. On va rajouter un tir pour chacun. Donc, vu qu'ils sont 5, hop, on rajoute 5 tirs parce qu'ils sont tir rapide 1. Et on est bien à la moitié de la portée. Nous allons toucher sur du 3+, blesser sur du 3+, avec 3 blessures dévastatrices et 3 sauvegardes PA-1. Donc sauvegarde à 5 qui passe à 6 pour les squads d'infanterie. Donc là, on va avoir 6 morts dans les squads d'infanterie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, il nous reste un pistolet plasma qu'on va mettre en standard.
ça touche, blesse à 2, PA-2, il n'a pas de sauvegarde, le dernier meurt. On enlève l'escouade d'infanterie, car elle est détruite, et on va pouvoir passer à la phase de charge. On va garder, comme pour le scénario des intercesseurs d'assaut, une charge à 7, qui nous amène au contact. Et donc là, on va pouvoir activer notre unité et infliger des dégâts au tank commandeur. On va pas le faire, parce que ça vous montre justement la différence entre les intercesseurs d'assaut qui n'ont pas pu justement détruire le cordon de l'escouade d'infanterie, contrairement aux Sternguard. Et c'est réellement là la deuxième grande différence entre les intercesseurs d'assaut et les Sternguard, c'est notamment le conditionnement de la relance des jets pour blesser, car les intercesseurs d'assaut demandent à ce que leur cible soit sur l'objectif, alors que les Sternguard demandent simplement d'obtenir le serment de l'instant sur l'unité que l'on souhaite attaquer. Je ne vais pas faire la phase de combat, car le principal c'est que vous ayez réellement compris les grandes différences entre les intercesseurs d'assaut et les Sternguard. Allez, repassons à la théorie. Comme nous venons de le voir, le capitaine est bien plus intéressant avec les Sternguard, car cela ne vous demande pas de subir le jeu adverse, car si votre adversaire esquive les marqueurs objectifs, alors vous n'obtiendrez pas de relance complète des jets pour blesser grâce aux intercesseurs d'assaut. Donc il faudra partir sur une autre logique. Si vous souhaitez tout de même jouer des intercesseurs d'assaut, ce que je vais vous conseiller, c'est le judiciaire. Celui-ci est parfait pour cette unité. Je m'explique. D'abord, la capacité de celui-ci, le Tempor Mortis, qui vous offre la capacité de combat en premier. Cela vous permettra de vous positionner non loin d'un objectif, derrière une ruine, pour menacer l'adversaire, soit de le charger, soit d'effectuer une intervention héroïque si celui-ci charge par exemple des scouts qui se trouvent sur l'objectif. Et donc là, vous pourrez profiter pleinement de la capacité des intercesseurs d'assaut à pouvoir relancer les jets pour blesser. Au total de cette unité, lorsque vous jouez avec un impulseur, vous serez à 225 points, et pour ce qui est de l'unité élargie, on sera sur 400 points. Je vous mets les petits coups différentiels pour ce qui est des deux. Le moins 10 points avec les intercesseurs d'assaut en jaune représente simplement la différence en points entre le capitaine et le judiciaire. Regardons maintenant comment utiliser cette unité. Voici la situation pour savoir comment utiliser votre unité d'intercesseur d'assaut avec le judiciaire. Donc nous avons notre judiciaire ici présent, ainsi que ses 5 intercesseurs d'assaut qui l'accompagnent. Nous avons la petite escouade de scouts qui maintient le contrôle de l'objectif et qui fait barrage à l'unité du judiciaire. Et en face, nous avons une unité de Bull Green bien énervé qui souhaite justement reprendre le contrôle de l'objectif et détruire les scouts car il n'a pas pu le faire à la phase de tir. Attention, il y a le judiciaire qui est juste derrière. Donc quand vous êtes dans ce genre de configuration, en général, normalement, l'adversaire ne vous chargera pas. Quand s'il fait ce genre d'erreur, comme on va le démontrer ici, vous allez justement pouvoir punir avec le judiciaire et les intercesseurs d'assaut grâce au stratagème intervention héroïque. Les Bull Green vont faire leur charge. Ce qui est intéressant, c'est que là, il fait une grande charge. Mais en soi, s'il avait juste fait une charge à 6, par exemple, il aurait pu arriver au contact. Et on va partir du principe qu'il fait une charge à 6. Car si jamais il fait une charge à 10, bien sûr, il y a la prise en compte d'arriver en contact socle à socle. Si possible, il doit le faire. Donc, imaginons qu'il fait une charge un peu plus courte pour voir un petit peu comment interagit justement notre judiciaire. Alors, justement, nous allons pouvoir mettre 6 pouces. Voilà, 6 pouces ici, 6 pouces là, pouces et 6 pouces. Voilà, ce sont les figurines les plus en avant. Et ce qu'on peut constater, c'est que justement les scouts se trouvent dans cette zone de 6 pouces pour pouvoir justement déclencher l'intervention héroïque. Car vous ne pouvez pas déclencher l'intervention héroïque si l'adversaire ne finit pas son mouvement de charge à 6 pouces de l'unité qui doit faire son intervention. Donc on est sur une charge assez courte. Hop, on arrive socle à socle, on arrive socle à socle, on arrive socle à socle et le reste va suivre derrière. La micro-gestion est le plus important et c'est pour ça que vous devez faire très attention. Si jamais mes scouts étaient un peu plus resserrés comme ça, cela aurait pu poser problème sur une charge plus courte pour les Bull Green si jamais ils avaient fait une charge à 5, c'est-à-dire ils seraient juste arrivés dans la portée d'engagement de mes scouts, ou pile, on va dire, et non pas socle à socle. Cela aurait pu gêner justement nos intercesseurs d'assaut, mais le scout a été positionné de cette manière. Pourquoi? Vous allez payer un point de commandement, vous allez effectuer votre jet de charge, je fais 9, je suis tranquille, pour pouvoir traverser vos figurines et arriver au contact directement ici, sans devoir contourner les squads de scouts si jamais il était comme ça, parce que là, hop, je n'arrive pas vraiment dans la portée d'engagement, ou peut-être ici pour gratter. Et ça voudrait dire qu'il me fallait une charge assez conséquente sur mon jet pour pouvoir arriver au contact ici. Donc pour pouvoir assurer votre intervention héroïque, n'hésitez pas à prendre l'espace dont vous avez besoin pour laisser passer vos figurines en arrière. Comme ça, hop, on peut se positionner, j'arrive au contact ici, je me mets au contact du contact là. Ensuite, il faut juste vérifier
les cohésions. Donc là, on est bien, on est sur une escouade de 6, donc pas de problème. Dans tous les cas, vous avez combat en premier. Ce n'est pas votre tour, parce que c'est l'adversaire qui a chargé. Donc on est forcément durant le tour adverse. Et lorsque l'on décompose la phase de combat, on commence toujours par les unités qui ont combat en premier, donc fight first. Les Ogryn ont chargé, donc ils ont leur bonus de charge. Et dans Warhammer 40 000, je le répète, le seul bonus de charge qui existe, c'est combat en premier. Rien d'autre. Si vous avez des bonus lorsque vous faites un mouvement de charge, c'est autre chose. Je vous invite évidemment à ouvrir le document Core Rules Update et Commentary Rules. Et en français, ça doit être mise à jour des règles et commentaires de règles. Vous faites CTRL F et vous écrivez charge bonus et vous trouverez justement toutes les informations nécessaires par rapport à ce que je vous dis. Puisque ce n'est pas notre tour, nous avons combat en premier sur l'unité du judiciaire. On va pouvoir s'activer avant les boules green et lui infliger des dégâts. Je ne vais pas faire les jets d'attaque, l'objectif était simplement de vous montrer le mouvement que vous pouviez effectuer et la gestion de vos figurines pour laisser suffisamment d'espace aux autres unités pour pouvoir se placer correctement sans utiliser trop de ressources et sans être soumis à la variabilité des jets de dés. Car évidemment, les boules green se trouvant sur le marqueur objectif, vous allez bénéficier de la relance complète des jets pour blesser. Allez, repartons sur la théorie et les autres combinaisons d'unités. Passons à une nouvelle combinaison, toujours avec les Sternguard, mais cette fois-ci, je vous ai simplement laissé les 200 points, car on va parler d'une unité de 10 Sternguard obligatoirement. Lorsque vous jouez dans le détachement Librarius Conclave, vous allez devoir ajouter des archivistes à vos unités. Donc, on va simplement mettre un archiviste dans l'unité de Sternguard. Pour ce qui est de la capacité de l'archiviste, nous obtiendrons une invulnérable à 4+, sur l'unité, la rendant ainsi un peu plus résiliente. Nous restons tout de même sur de l'endurance 4 et 2 points de vie pour les figurines de Sternguard, soit des caractéristiques de Space Marine plutôt standard. À cela, on va rajouter une deuxième capacité qui est de l'insensible à 4+, contre les attaques psychiques. Et cela va être très intéressant lorsqu'on regarde les armes de tir de l'archiviste, car son smite, lorsque vous le concentrez, aura Hazardous, c'est-à-dire la capacité à risque. Lorsque vous l'utilisez, vous devrez jeter un dé, et si vous obtiendrez un 1, alors vous subissez 3 blessures mortelles. Mais vu que c'est une arme psychique, elles seront de type psychique, ces blessures mortelles, et donc vous pourrez les absorber grâce à l'insensibilité 4+, contre les attaques psychiques. Dans cette combinaison d'unités, nous allons rajouter l'optimisation de ce détachement fusillade, qui vous permet de gagner sur les armes à distance de l'unité, anti-monstre 5+, et anti-véhicule 5+. Si vous vous souvenez de ce dont on a parlé avec le capitaine, nous sommes un peu sur le même principe avec cette combinaison. Car si jamais vous êtes en pyromancie, c'est-à-dire un bonus de pénétration d'armure sur vos armes lorsque vous êtes à 12 pouces ou moins de l'unité que vous ciblez, vous obtiendrez la touche soutenue 1, donc toutes les capacités nécessaires pour fiabiliser vos blessures dévastatrices sur les armes des Sternguard. La touche soutenue pour augmenter le volume, le serment de l'instant pour la relance des jets pour toucher, et la relance des jets pour blesser grâce à la capacité des Sternguard, et lorsque vous obtiendrez un résultat 5+, vous infligerez directement une blessure critique, soit des blessures dévastatrices. Et grâce à la relance des jets pour blesser, en somme, relancez tous les dés qui ne feront pas 5+, afin d'optimiser leur capacité. Bien entendu, puisqu'on est sur une escouade de 10 et un archiviste, vous aurez besoin d'un répulsor 180 points. L'intérêt du répulsor, outre son transport, c'est sa capacité qui vous permet de pouvoir embarquer en urgence dans celui-ci si les places sont disponibles, ne laissant alors à votre adversaire que la phase de tir pour pouvoir détruire votre unité. Car je rappelle, vous restez des Space Marine classiques, endurance 4, sauvegarde à 3+, 1 vue à 4, 2 points de vie. Vous n'êtes pas les unités les plus fragiles du jeu, mais cela reste relativement fragile. Qui plus est, lorsque vous réembarquez dans votre répulsor, vous allez augmenter forcément la distance de charge de votre adversaire, car lorsque vous allez embarquer, celui-ci va pouvoir choisir une autre cible. Et s'il cible justement votre répulsor, vous aurez augmenté directement sa distance de charge d'au moins 3 pouces. Par contre, le coût total de cette combinaison est à 460 points, ce qui reste tout de même assez cher globalement. Mais vous avez une puissance de feu dévastatrice. Passons maintenant au cas pratique. Nous sommes sur cette situation, nous avons notre répulsor qui est prêt avec leur archiviste à l'intérieur et l'unité de 10 Sternguard contre l'unité du Tank Commander. Nous allons commencer par débarquer de notre répulsor, avant que celui-ci puisse bouger. Voilà, nous avons débarqué, nous sommes bien entièrement à 3 pouces de notre répulsor, maintenant on va pouvoir bouger. Puisque nos armes de tir ont assaut, on peut même carrément avancer avec elles, car on va pouvoir tirer. Par contre, la capacité Smite du Librarian n'a pas assaut, donc lui ne pourrait pas tirer, mais puisqu'on est sur une ruine, on a besoin de lignes de vue, et si jamais on fait 6 pouces, est-ce qu'on est capable d'avoir toutes les figurines en dehors?
Oui, donc pas besoin d'avancer. Et ça, vous devez évidemment le mesurer avant de réellement faire bouger vos figurines pour savoir lesquelles auront la ligne de vue sur le Tank Commander. Évidemment, nous avons le serment de l'instance sur celui-ci que nous avons mis à notre phase de commandement. Nous bougeons donc de 6 pouces avec nos Stern Guard. Comme ça, nous arrivons à mi-portée de notre Tank Commander. N'oubliez pas que nous avons l'optimisation fusillade qui va nous fournir justement l'anti-monstre et l'anti-véhicule 5+, qui va bien se combiner avec notre blessure dévastatrice. Mais en plus, nous sommes bien en pyromancie qui va nous donner un petit bonus de pénétration d'armure ainsi que la touche soutenue. Une fois que l'on a débarqué et fait bouger nos Stern Guard, on va pouvoir justement bouger notre répulsor. Alors, puisque c'est un gros véhicule dans cette situation, je rajoute l'étage car je n'ai pas le droit d'arriver dans l'étage lui-même en finissant mon mouvement. Ce n'est pas possible, donc il faut faire très attention. L'objectif étant d'être dans les 3 pouces de nos figurines pour qu'elles puissent réembarquer. Donc, hop, on va bouger avec notre répulsor, on va faire attention. Ici, on est bien dans les 3 pouces de la figurine la plus éloignée, toutes les autres le sont aussi. Voilà, on est bien dans les 3 pouces, hop, voilà. Donc, aucun souci. Est-ce qu'on rentre dans l'étage? Pas du tout, on est vraiment tout pile, tout pile. Donc, on va pouvoir le retirer, on a validé notre mouvement. Donc ça aussi, il faut faire très attention à la manière où vous allez bouger vos Stern Guard pour qu'ensuite, lorsque votre répulsor bouge, toutes les figurines soient bien à 3 pouces de lui. Donc ça, faites attention, prenez toutes les mesures nécessaires en saisie, c'est très important pour pouvoir sauvegarder votre unité durant la phase de charge de votre adversaire, afin de lui offrir que la fenêtre de sa phase de tir pour espérer détruire votre unité. Maintenant, on va passer à la phase de tir. On sélectionne nos Stern Guard et notre Librarian. Donc, on va commencer avec notre Librarian. On va surcharger, donc on va prendre un dé, on va faire le test à risque. Rien ne se passe, tout va bien. Donc, on est bien sur la blessure dévastatrice hasardeux qu'on vient de faire, psychique, donc D6. On va faire 4 tirs sur notre D6. On va toucher à 3+, relançable, touche soutenue car on est en pyromancie. Nous avons un 6, touche soutenue, je rajoute une touche supplémentaire. Évidemment, lorsque vous avez une relance des jets pour toucher, vous devez annoncer avant les jets que vous voulez lancer. Si vous voulez abuser sur la touche soutenue, vous pourriez relancer les 2, 5 et le 4. Personnellement, lorsqu'on touche à 3+, en général, vaut mieux relancer le 6e de réussite, c'est-à-dire relancer les 3 qui sont des touches réussites pour espérer maximiser vos touches soutenues. En l'occurrence, on va rester comme ça. Nous sommes force 6, le Lehman Russ est endurance 11, donc de base on blesse à 5+, mais n'oubliez pas, on fait des blessures critiques sur du 5+, car on est anti-véhicule 5+. On va pouvoir lancer. Nous avons une première blessure critique. Évidemment, puisqu'on a la relance complète des jets pour blesser, on va relancer tout ce qui ne fait pas des 5+. Et on en rajoute un autre. Ce qui fait qu'on est blessure dévastatrice. On n'a pas d'autres blessures supplémentaires parce qu'il est beaucoup trop costaud pour nous. Nous sommes dégâts D3. Donc si vous voulez aller plus vite sur TTS, vous pouvez faire Order Roll. Vous allez voir, ça va les mettre dans l'ordre. Donc vous pouvez les faire un par un. Moi, je vais faire Order Roll. Donc, bon, je fais double 1. C'est comme ça, ça arrive. Mais en gros, Order Roll, ça veut dire le premier jet il fait 1 et le deuxième jet il fait ce résultat là. Donc nous sommes sur 2 dégâts, c'est dommage. Il n'a pas d'insensible à la douleur, contre les blessures mortelles, les attaques psychiques ou une insensible à la douleur classique, donc il perd 2 points de vie. Ensuite on va passer à nos Stern Guard. Donc on va chercher notre Bolt Rifle qui est ici, nous avons 20 tirs, nous sommes sur une escouade de 10, nous sommes à mi-portée, donc on va pouvoir ajouter un tir pour chaque figurine, donc 10 tirs. Je sélectionne 5 dés, j'en rajoute 5 et 5, 10. Nous allons toucher à 3+, puisque nous avons la touche soutenue. On va aller chercher justement beaucoup de touches soutenues, donc on va simplement relancer les 3 et moins, grâce au serment de l'instant. Donc je touche à 3+, tout ça, on le garde de côté, et on va relancer tout le reste. Ouh, j'ai pas à me plaindre. On va sélectionner nos 6, et on va les copier-coller, car c'est de la touche soutenue, donc on ajoute une touche supplémentaire par 6 obtenus. Nous avons 38 touches, nous sommes force 4, contre une endurance de 11, on devrait blesser sur du 6, mais puisqu'on est anti-véhicule 5+, on va réussir nos blessures critiques et donc à le blesser sur du 5+. Et puisque l'on est blessure dévastatrice, eh bien il n'aura pas le droit à sa sauvegarde ou invulnérable, seulement à des insensibles à la douleur. Donc on y va. Hop, on met les 5 de côté, on relance tout ce qui ne fait pas des 5, parce que grâce au serment de l'instant, nos Stern Guard peuvent relancer le jet pour blesser. Donc tout ça c'est raté, et donc nous nous retrouvons avec 8, plus tout ça, 18 blessures dévastatrices qui se transforment en mortelles. Certes, on est dégâts 1, et le véhicule, pouf,
il est détruit. Ensuite, durant le tour adverse, il va faire sa phase de mouvement. Si jamais vous avez un stratagème qui dit que si l'adversaire arrive à 9 pouces de moi, je peux faire un mouvement réactif, soit un mouvement normal de X pouces, puisqu'on est à 3 pouces du répulsor, on va pouvoir déclencher ce genre de stratagème pour faire un petit mouvement normal, et puisque toutes les figurines sont à 3 pouces de répulsor, on va pouvoir embarquer dedans. Ou alors, durant la phase de charge, votre adversaire déclare une charge sur eux, puisque notre répulsor est vide, que toute la place est disponible pour notre escouade, on va pouvoir utiliser la capacité spécifique du répulsor pour rembarquer. Voilà pour cette combinaison d'unités, passons à la suivante. Voilà, nous avons fini avec les Sternguard. Passons à d'autres combinaisons d'unités. Et là, je vais vous parler du Chaplain en réacteur dorsal. Il vaut que 75 points, ce qui est un coût plutôt intéressant pour ce qui est des personnages de Space Marine. Sa capacité standard, que possèdent tous les Chaplains, c'est la litanie de la haine, vous fournissant un bonus de +1 pour blesser sur vos attaques de mêlée. Très pratique pour venir à bout des unités les plus résilientes du jeu. Sa seconde capacité va vraiment nous intéresser dans la combinaison d'unités que je vous propose, car lorsque vous êtes sélectionné pour combattre, vous lancez un dé et sur 4+, vous pouvez infliger un certain nombre de blessures mortelles. 4 et 5, ce sera des 3 blessures mortelles, et sur un 6, ce sera directement les 3 blessures mortelles. Évidemment, puisque c'est sur un 4+, on va partir du principe que vous avez 50% de chance d'infliger des blessures mortelles, et si jamais le jet de dés est réussi, dans 2 tiers des cas, vous infligerez des 3 blessures mortelles, soit une moyenne de 2 blessures mortelles. À ce personnage, nous allons ajouter une grande unité de 10 intercesseurs d'assaut en réacteur dorsal. Pourquoi? Tout d'abord, l'unité de 10 coûte beaucoup moins cher que 2 unités de 5. L'unité de 10 est à 160 points, les 2 unités de 5 sont à 90 points chacune, soit un total de 180 points. Et de toute manière, ce qui va nous intéresser, c'est la grande unité de 10, car leur capacité vous permet, lorsque vous finissez un mouvement de charge, à portée d'engagement d'une unité ennemie, de pouvoir lancer un dé pour chaque figurine à portée d'engagement de cette unité ennemie, et sur un 4+, d'infliger une blessure mortelle. Alors attention, ce sont bien les figurines de l'unité. C'est-à-dire, vu que le personnage, le Chaplain, se trouve dans l'unité d'intercesseur d'assaut à réacteur dorsal, alors il compte comme une figurine de l'unité. Donc vous lancerez 11 d6 et sur un 4+, vous infligerez une blessure mortelle, ce qui représente en moyenne entre 5 et 6 blessures mortelles. Bien entendu, les intercesseurs d'assaut en réacteur dorsal possèdent le mot-clé grenade, vous permettant d'utiliser le stratagème grenade, avant de pouvoir tirer avec tous vos différents pistolets. Le stratagème grenade vous demande de lancer 6 d6 et sur un 4+, d'infliger une blessure mortelle. La moyenne de 6 d6, c'est 3 blessures mortelles, pour un coût total de 235 points l'unité complète, le Chaplain à 75 et l'unité de 10 à 160. Le total des blessures mortelles que vous allez pouvoir infliger en moyenne varie entre 8, c'est-à-dire les 3 blessures mortelles de la grenade et les 5 blessures mortelles dues au mouvement de charge, et à 11 blessures mortelles en moyenne très haute si jamais vous réussissez à infliger des blessures mortelles grâce à la seconde capacité du Chaplain. Et tout ceci avant même de réaliser vos attaques. Bref, passons au cas pratique. Voici la situation plutôt classique que l'on peut voir avec l'escouade du Chaplain sur réacteur dorsal et les intercesseurs d'assaut en réacteur dorsal. L'objectif est simplement de vous montrer comment gérer vos unités et leur placement, ainsi que de vous montrer l'impact potentiel de cette unité. Nous avons le fameux Char Lehmann russe en face de nous, un décor qui nous protège des lignes de vue contre le tank commandeur. C'est au début de notre tour, on va placer le serment de l'instant, on va faire bouger nos unités. Imaginons que le tank commandeur n'ait plus de point de commandement pour faire son tir en état d'alerte. Car lorsque l'on va bouger de 12 avec notre escouade, à la fin de notre mouvement, il pourrait très bien utiliser son tir en état d'alerte pour nous tirer dessus. L'objectif de cet épisode, c'est simplement de vous montrer des exemples standards, sans pousser la réflexion aussi loin, mais évidemment, lorsque vous avez des possibilités contre certaines menaces d'effectuer un tir en état d'alerte correct, n'hésitez pas à le faire. Donc, nous avons tout simplement bougé de 12, nous sommes éligibles pour tirer, nous n'avons pas avancé, pas battu en retraite, etc. Donc on va pouvoir utiliser pour un point de commandement notre stratagème grenade. Nous allons prendre nos 6 dés, sur du 4+, infliger 3 blessures mortelles, on est stat, donc j'avais déjà fait perdre 2 points de vie, hop, il perd son 3e point de vie. On va effectuer nos tirs. Alors nous avons, ils sont 10, 11 avec le Chaplain, normalement on a 2 pistolets lance-flammes sur le Chaplain et le sergent, donc en jouant les deux on fait 5 et 1 sur les 2 d6, donc on va blesser sur du 6, on a une blessure, il va sauvegarder à 2+, normalement
Oh, il fait un 1. Donc là, on gratte un point de vie et on est très content. C'est pour ça que je dis sur ce genre d'escouade, même si ça paye pas de mine, le moindre point de vie que vous pouvez justement gratter, n'hésitez pas à le faire. Des fois, ça aide énormément. Donc, il nous reste 9 Space Marine à faire tirer, 2 ont un pistolet plasma, donc on va pas les surcharger, on va jouer la sécurité. On va toucher à 3, relançable avec le serment de l'instant, mais là on touche, on va blesser à 5+, c'est force 7. On est très chanceux, les deux blessent. Il va faire sa sauvegarde à 4+, parce qu'il est sauvegarde à 2, PA-2, et il sauvegarde tout. On va toucher à 3+, donc c'est beau, j'ai tout ça. Là on va blesser sur du 6, on en a 2. Il va faire sa sauvegarde à 2+, et il sauvegarde tout sans aucun problème. Maintenant que nous avons fini notre phase de tir, on va passer à la phase de charge, et c'est là où je vais pouvoir vous montrer justement comment positionner correctement vos figurines pour pouvoir maximiser le nombre de blessures mortelles. Vous prenez vos 2 dés, vous faites votre jet de charge, on est 11, on est très bien. Il me semble que mathématiquement il vous faudrait, alors puisqu'on a le mot-clé vol, vous pouvez passer par-dessus sans aucun souci, nous aurait fallu, je pense, une charge à 9 pour correctement se positionner, donc 11, on est très large. Je pousse un petit peu le pion pour bien vous placer les figurines. Alors, ce que je vais faire d'abord, je vais vous faire apparaître la portée d'engagement de chaque figurine de 1 pouce. Donc, évidemment, prenez les plus éloignés d'abord pour les mettre devant pour pouvoir aller le plus loin possible derrière. Donc, on va commencer ici. Il doit contact socle à socle. Il va contact socle à socle. Ce que l'on va faire, c'est l'objectif, c'est de pouvoir laisser un petit espace entre 2 figurines. Je m'explique. Ça voudrait dire que si jamais on peut plus socle à socle, on va pouvoir placer justement une figurine entre les deux pour pouvoir arriver dans la portée d'engagement de la figurine adverse. Donc on continue notre chemin, on laisse un tout petit espace, ici aussi, un petit espace. En général, concentrez-vous voilà, sur l'espace de 1 pouce pour pouvoir arriver dans la portée d'engagement ici. Hop, celui-ci est assez éloigné, on va laisser aussi un petit espace et on va contact. On continue hop, à faire tout ça, donc toujours ce petit espace pour les autres figurines. L'objectif c'est d'avoir un maximum de figurines pouvant réaliser les blessures mortelles à la fin du mouvement de charge. Donc toutes nos figurines pouvant être contact socle à socle le sont, tous les autres ne vont pas pouvoir arriver contact du tank commander les Manros, donc on va exactement faire ce qu'on disait. La portée d'engagement est bonne, la portée d'engagement est bonne. Donc là nous avons bien nos 11 figurines, nous respectons la cohésion d'unité, parce que chaque figurine a toujours 2 figurines en cohésion, même dans la diagonale, suivant les pertes au prochain tour. Nous avons 11 figurines, donc nous allons pouvoir lancer 11 dés, et sur du 4+, infliger des blessures mortelles. On va infliger 4 blessures mortelles supplémentaires, donc pour l'instant nous sommes à 7 blessures mortelles. Il reste 5 points de vie au tank commander. Ensuite nous arrivons sur la phase de combat, je les sélectionne, bon il y aura le tank commander, c'est pas trop grave. Phase de combat, je sélectionne mon unité avec les intercesseurs d'assaut et le chaplain pour combattre, donc je prends un dé, je vais utiliser la capacité du chaplain qui permet sur un 4, 5 ou 6 d'infliger un certain nombre de blessures mortelles. Donc ça c'est très aléatoire, c'est 50% de chance, vous pouvez réussir ou le rater. Et là on le rate, tant pis, on aura au moins infligé 7 blessures mortelles avec la grenade et la charge, ce qui est pas mal, même si on est en dessous de la moyenne. Ensuite on va avoir, donc on a un gantelet énergétique sur le sergent, il va toucher à 3+, relançable, mais tout touche, force 8, blesse à 5, plus 1 pour blesser grâce au chaplain, blesse à 4. Et donc on va avoir 2 sauvegardes à 4 pour notre tank commander. Il les réussit tous, il a de la chance. Le chaplain va taper avec son Crosus Arcanum, lui il touche à 2, relançable grâce au serment, force 6, blesse à 5, donc blesse à 4. PA-1, sauvegarde à 3+, il réussit tout. Bon, on va passer aux 36 autres attaques, touche à 3+, relançable, blesse à 6, donc blesse à 5, sauvegarde à 3+, il perd 3 points de vie supplémentaires. Donc, on peut voir que, malgré le fait que je sois en moyenne basse, il ne reste que 2 points de vie au tank commander. Évidemment, il suffit que, par exemple, le chaplain ait pu activer sa capacité pour infliger des 3 blessures mortelles pour venir à bout du tank commander, ou que j'ai été un peu plus chanceux sur la phase de charge pour infliger les blessures mortelles, ou que le tank commander ait été un peu plus malchanceux sur ses sauvegardes à 4+, contre mon gantelet énergétique et le Crosus Arcanum. Maintenant, regardons un autre cas pratique avec cette unité. Dans cet exemple, nous avons de nouveau notre objectif au centre du champ de bataille, avec une unité de scout qui tient l'objectif, et une unité de bull green assez énervée sur lequel on a justement eu l'intelligence de pré-shot, c'est-à-dire de pouvoir mettre à l'avance un bonus que l'on va pouvoir profiter sur cette situation. Donc nous aurons la relance des jets pour toucher contre eux. Ils viennent de finir leur mouvement, j'ai mis les bulles de 9 pouces car nous avons en réserve stratégique,
Alors je l'ai mis ici, hein, mais ils sont en réserve stratégique car ils ont la frappe en profondeur, les intercesseurs d'assaut. Nous avons 2 points de commandement disponibles. Je vais utiliser le premier point de commandement pour faire arrivée précipitée. Donc ils vont arriver à 9 pouces de toute unité ennemie à la fin de la phase de mouvement de l'adversaire. Donc hop, c'est pour ça que j'ai mis la petite aura de 9 pouces des boules green. Donc ça, pour pouvoir préparer ce coup, ce qu'il va falloir faire, c'est identifier les menaces qui pourraient venir vous déloger au milieu du champ de bataille pour pouvoir justement positionner correctement vos scouts afin de pouvoir les englober dans un air d'effet de 6 pouces qui vous permettra justement de déclencher l'intervention héroïque pour un deuxième point de commandement. Donc nous plaçons nos intercesseurs en réacteur dorsal. Voilà. On s'est positionné, on est à 9 pouces des boules green et on est dans les 6 pouces de nos scouts. Ce qui signifie que lorsque le boule green va faire sa charge, il rentrera forcément dans les 6 pouces de notre unité d'intercesseur d'assaut. Imaginons voilà, qu'ils se mettent comme ça, hop hop, là avec un qui est un peu plus derrière comme ça. On va pouvoir déclencher notre intervention héroïque parce qu'il tombe dans les 6 pouces d'au moins une figurine de mon unité. Je vais effectuer un jet de dés, qui est un jet de charge. Je fais haut, donc je fais de grandes charges ici, dans les exemples. Pas vraiment ce qui m'arrive souvent en partie. Bref, nous avons une intervention héroïque de 11 pouces. On va pouvoir bouger au mieux notre unité, donc c'est pareil, hein, prenez les figurines les plus éloignées. Vu que vous avez la capacité vol, vous pouvez vraiment aller très très loin et chercher un maximum de possibilités sans trop vous déranger dans les scouts. Donc, on utilise la même technique, on laisse un tout petit espace pour les copains pour qu'ils puissent arriver dans la portée d'engagement. Des fois, ce sera pas possible, mais n'hésitez pas à en abuser. Là, socle à socle, on laisse un petit espace. Socle à socle ici, on va se coller au scout pour laisser un petit espace entre les deux. Ici, on doit venir là, hop, on a dit 11 pouces, on va se coller au scout, peut-être pouvoir en placer un ou deux entre les deux là, il nous en reste que deux, bon, c'est parfait. Hop, on se met comme ça et comme ça. Voilà, nous respectons la cohésion de 2 figurines à chaque fois, hein, parce qu'on les entoure, pareil ici, là et là, sans aucun problème. Donc là, on a pu placer nos 11 figurines, puisque l'intervention héroïque est un mouvement de charge, on va pouvoir lancer nos 11 dés pour pouvoir infliger des blessures mortelles. Et dans ce cas-là, on a fait un beau jet, 7 blessures mortelles. Bien sûr, il aurait une insensible à 6, mais imaginons qu'il en réussit qu'une, on va dire, de manière statistique, 6 blessures mortelles, c'est tout de même un Euzo Green en moins, ce qui permet de réduire la létalité des boules green durant cette phase. Ils vont soit taper sur les scouts, soit sur les intercesseurs, mais ce qui vous permet de sauver une escouade de scouts. Voilà le type de mouvement que vous pouvez faire avec ce genre d'unité. Donc vous allez pouvoir justement adapter votre stratégie par rapport à votre adversaire, à savoir si vous préférez commencer sur le champ de bataille ou alors en réserve pour faire ce genre de mouvement. Par contre, cela vous demande 2 points de commandement. Le premier pour faire arrivée précipitée, le second pour faire l'intervention héroïque. Et vous devez faire aussi très attention aux mouvements possibles que votre adversaire peut faire. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions pour savoir quelle distance il pourrait potentiellement parcourir. Est-ce que tu peux avancer et charger? Dans ce cas-là, il faudra prendre en compte sa capacité de mouvement plus 4 à 5 pouces d'avance, potentiellement, pour pouvoir positionner correctement vos scouts afin de préparer une arrivée précipitée durant la phase de mouvement du tour adverse, et ensuite de faire l'intervention héroïque. Donc ce sont beaucoup de questions à vous poser, mais ce sont des mouvements qui peuvent punir sévèrement l'adversaire et qui vous permet aussi de vous prémunir de trop grande létalité de la part du joueur adverse. Allez, passons à la prochaine combinaison. Maintenant que vous avez bien compris l'intérêt de l'unité d'intercesseur d'assaut en réacteur dorsal et du chapelain, restons un petit peu dans le domaine des unités en réacteur, avec un capitaine en réacteur dorsal valant 85 points. Sa première capacité vous permet, lorsque vous effectuez un mouvement de charge, d'obtenir un modificateur de plus 1 en force sur toutes les armes de mêlée de l'unité. Et si jamais vous ne le savez pas, ce qui est fort intéressant avec ce genre de capacité, c'est d'atteindre le palier de force 6. Et quelle unité intéressante en réacteur dorsal peut atteindre ce palier? Ce sont les vétérans Vanguard. 110 points pour l'unité de 5 et 220 points pour l'unité de 10. Leur capacité est notamment aussi intéressante puisque le palier de force 6 est très intéressant pour le jet de blessure. Leur capacité va vous permettre d'obtenir la touche fatale, soit des blessures automatiques lorsque vous effectuerez une touche critique, lorsque vous aurez fait un mouvement de charge. Et cela vaut aussi pour le capitaine. Il obtiendra la touche fatale. Du côté arme de mêlée, on reste sur 4 attaques, touche à 3+, force 5, donc force 6 en charge, touche fatale et à -1, dégâts 1. Ce qui signifie que, de manière brute, la force 6 va vous permettre de blesser 5+, les endurances 7 à 11, et sur du 6+, les endurances 12 et plus.
Grâce à la seconde capacité du capitaine, le rite de bataille dont nous avons déjà parlé, nous allons pouvoir utiliser certains stratagèmes en réduisant leur coût. Et lorsque l'on joue des vétérans Vanguard, ce qui va nous intéresser, c'est surtout d'améliorer votre jet de blessure et surtout la pénétration d'armure pour rendre plus efficace la saturation de vos attaques. Nous avons un stratagème typique, c'est honorer le chapitre, et de nombreux détachements possèdent un équivalent, un +1 pour blesser et un bonus de pénétration d'armure. C'est un stratagème parfait pour ce genre d'unité, car tout d'un coup, si vous bénéficiez d'un +1 pour blesser, alors la force 6 vous permettra de blesser à 4+, les endurances 7 et 11, et pour les endurances plus importantes, évidemment sur du 5+. Pour un coût de 195 points à la petite unité de 5 et son capitaine, passant à 305 points pour la grande unité de 10. C'est une unité qui est réellement intéressante pour sa saturation. Du côté de la résilience, l'unité peut être équipée de boucliers Storm, et donc de pouvoir profiter d'une invulnérable à 4+, sur toute l'unité, à l'image de nos Standguard dans le Librarius Conclave, accompagnés de leur archiviste. Sauf que là, vous n'avez pas besoin d'un répulsor pour les transporter, car leurs réacteurs sont déjà présents pour leur offrir une très grande mobilité. Allez, pas de cas pratique pour cette unité, car l'unité garde le même style de jeu que la combinaison du Chaplain en réacteur dorsal que nous avons vu précédemment. Donc passons tout de suite à la combinaison suivante, qui sera la dernière de cette vidéo. C'est sans aucun doute en ce moment ma combinaison d'unités favorite, car elle a été améliorée grâce aux dernières dataslates qui ont amélioré la pénétration d'armure de leurs armes. Oui, si vous suivez un peu mes lives, je vais parler du lieutenant Phobos, qui vaut seulement 55 points. Sa première capacité est de fournir la touche fatale à toutes les armes dont sont équipées les figurines de son unité, aussi bien de tir que de corps à corps. Mais c'est surtout sa deuxième capacité qui va nous intéresser. Durant votre phase de tir, après que l'unité de cette figurine est tirée, si elle n'est pas à portée d'engagement d'aucune figurine ennemie, vous pourrez effectuer un mouvement normal de jusqu'à des 6 pouces. Et cela sans vous empêcher de charger. Donc oui, vous pouvez arriver, tirer, bouger de des 6 pouces et déclarer une charge. La première unité qui nous vient à l'idée avec ce lieutenant, c'est bien sûr les Reavers qui ont été récemment améliorés. Pour seulement 80 points l'unité de 5 et 160 l'unité de 10. Combiné au coût du lieutenant, nous sommes sur un coût total de 135 points seulement pour la petite unité de 5 et de 215 points pour l'unité élargie. Du côté capacité, les Reavers sont aussi intéressants. En plus de l'amélioration de leurs armes de mêlée, la Dataslate a amélioré leur première capacité, celle qui vous permet au début de la phase de combat d'obliger toutes les unités ennemies à portée d'engagement de votre unité d'effectuer un test de Battle Shock, et la Dataslate a rajouté un malus de -1 à ce test. Même si ce n'est pas l'intérêt principal de l'unité, elle reste très intéressante contre pas mal de factions qui ont un commandement de 7 en moyenne, les passant à 8, ce qui fera forcément, dans certaines de vos parties, de faire échouer ce test à votre adversaire pour qu'il soit Battle Shock et ne puisse pas utiliser de stratagème défensif, car c'est une capacité qui se déclenche au début de la phase de combat. Leur deuxième capacité, Terror Troop, est aussi très intéressante. En excluant bien sûr les monstres et les véhicules, toutes les unités ennemies à 3 pouces de l'unité avec cette capacité devra réduire de 1 sa caractéristique de contrôle d'objectif. Et on le sait grâce au document commentaire de règles et mise à jour des règles que vous pouvez modifier la caractéristique de pénétration d'armure, mais surtout de contrôle d'objectif jusqu'à un résultat de 0. C'est-à-dire que les unités avec un contrôle d'objectif de 1 vont forcément passer à 0. Ce qui, si jamais vous n'êtes pas engagé, mais à 3 pouces d'une telle unité ennemie, de l'empêcher durant son tour de faire une action si elle ne bouge pas ailleurs. Car je le rappelle, pour pouvoir lancer des actions, vous ne devez pas être au C0. Bref, l'intérêt principal grâce à cette capacité, c'est de vous accaparer tout simplement le contrôle de l'objectif adverse. Ce qui est des petits équipements pour rendre cette unité fort intéressante, c'est le Grave Chute, qui fournira la frappe en profondeur à toutes les figurines le portant. Spoiler, tous les Reavers peuvent l'avoir. Du côté du lieutenant, vous pouvez observer que dans ses capacités, il possède déjà frappe en profondeur. Regardons leurs armes de mêlée. Nous avons 4 attaques par figurine, de force 4 est assez faible, mais grâce à la touche fatale du lieutenant, vous allez pouvoir justement pallier à ce problème de force. Par contre, vous êtes PA-1, dégâts 1. Et là, on va s'intéresser un peu plus près au niveau des stratagèmes que vous allez pouvoir utiliser. Car, comme je l'ai dit précédemment sur les autres unités, lorsque vous améliorez votre capacité à blesser ou la pénétration d'armure de vos armes de mêlée, cela peut faire une grande saturation d'attaque, surtout si vous blessez automatiquement lorsque vous avez la touche fatale. Bien entendu, grand classique des stratagèmes en Gladius, c'est honorer le chapitre, car il va venir améliorer votre
votre jet pour blesser, mais aussi l'impact via la pénétration d'armure des attaques de mêlée de votre unité. Beaucoup de détachements ont un équivalent, donc n'hésitez pas à revoir un petit peu vos différents détachements pour pouvoir jouer ce genre de synergie. Ou alors, si vous avez des capacités à ajouter de la touche soutenue au Reaver, car le lieutenant, je ne vous l'ai pas montré, mais possède déjà la touche soutenue sur ses propres attaques de mêlée, donc lui sera touche soutenue, touche fatale, mais vos Reavers, eux par contre, seront simplement précision comme vous pouvez le voir, et touche fatale grâce au lieutenant. Donc si vous avez des équipements, des optimisations, voire même des stratagèmes vous fournissant la touche soutenue, cela va permettre justement d'améliorer l'impact et le volume d'attaque de votre combinaison d'unités. Mais il n'y a pas que les Reavers qui sont intéressantes avec le lieutenant Phobos. Je pense tout d'abord aux incursors, coûtant exactement le même coût en points que les Reavers, 80 à la petite unité de 5 et 160 points l'unité de 10. Donc on reste vraiment sur le même coût. Leurs armes de mêlée, même s'ils perdent une attaque, possèdent la touche soutenue 1 et la même pénétration d'armure. Le petit bonus que possèdent les incursors, c'est principalement la petite mine qui va infliger des blessures mortelles supplémentaires. Donc à vous de voir ce que vous préférez jouer. Si jamais vous êtes un confrère joueur Space Wolf, les Molosses de Morkai possèdent aussi le même coup. Ils ont une capacité qui force le test de Battle Shock à distance durant votre phase de tir, et si l'adversaire rate celui-ci, sera Battle Shock, mais en plus, il aura un -1 sur ses attaques psychiques pour vous toucher. Du côté des armes, on est plus ou moins en équivalent. Je m'explique. Tout d'abord, les armes de tir et armes de corps à corps sont anti-psycheur 4+, et blessures dévastatrices. Donc toute unité possédant un psycheur, ou partageant ce mot-clé avec l'unité ennemie, vous pourrez infliger des blessures mortelles sur du 4+, lorsque vous ferez vos jets pour blesser. Vous êtes précision, donc vous pouvez même aller chercher les personnages dans les unités attachées. Le seul petit bémol à cette unité, c'est sa pénétration d'armure de 0, car lorsque vous vous attaquerez à des unités qui ne sont pas psycheurs, l'impact sera bien moins important. Dans tous les cas, si vous jouez en ligue, par exemple, avec un joueur Space Wolf dans votre équipe, cette unité peut être intéressante si vous souhaitez cibler des armées comme les Chevaliers Gris, les Thousand Sons, les Tyrannides, car il ne faut pas oublier que les Tyrans des Ruches sont psycheurs, les Malceptors sont psycheurs, les Zoanthropes le sont aussi, le Neurotyran, etc., etc. Les démons du chaos, en dehors de Khorne, ont régulièrement aussi des gros monstres psycheurs. Donc lorsque vous êtes dans un format d'équipe avec le système d'appariement, ce genre d'unité peut devenir fort intéressante. Allez, passons maintenant au cas pratique. Pour cette dernière combinaison, nous arrivons sur cette situation. Nous sommes durant le joueur Space Marine, et il vient de faire venir, depuis ses renforts de la réserve, ses Reavers qui ont la frappe en profondeur grâce au Grave Chute comme nous en avons parlé tout à l'heure, et de toute manière le lieutenant lui-même n'a pas besoin des Grave Chutes parce qu'il a la frappe en profondeur de manière native dans sa fiche technique. Au niveau du scénario, je le complexifie un petit peu pour vous montrer vraiment l'intérêt de cette combinaison, notamment grâce aux Reavers. Attention, si vous jouez des incursors, ce scénario sera très difficile à mettre en place, car vu que vous arrivez depuis la réserve stratégique, vous êtes obligé d'arriver entièrement à 6 pouces du bord du champ de bataille, ce qui fait que toute cette partie-là, vous n'y avez pas accès. Et donc cela peut augmenter la distance que vous souhaitez parcourir pour venir contester le second objectif. De même pour les Molosses de Morkai si vous jouez Space Wolf. Donc on va rester sur l'exemple des Reavers. Nous sommes à 9 pouces de cette unité-là, j'ai mis mon aura de 9 pouces ici pour montrer que je suis bien à plus de 9 pouces du Tank Commander, et on est à plus de 9 pouces évidemment des Bull Green qui se trouvent ici. Nous arrivons à la fin de la phase de mouvement avec les renforts, nous passons à la phase de tir. Notre lieutenant a une ligne de vue sur les Bull Green, il a une arme qui possède une portée de 24 pouces, donc il va effectuer un tir sur les Bull Green. Évidemment les Reavers ne vont pas pouvoir tirer parce qu'ils ont qu'une portée de 12 pouces. C'est pour ça que l'arme du lieutenant est très importante, les 24 pouces sont primordiales dans cette combinaison, car si jamais vous n'arrivez pas à tirer, vous ne pourrez pas faire votre mouvement après avoir tiré. Car il faut que l'unité ait tiré pour ça. As shot en anglais. Je vais pas faire les jets de dés, on est sur des Bull Green, il a une petite arme force 4 PA0, on va pas s'embêter, on va gagner du temps. Donc, on va passer justement au jet de dés pour savoir combien de pouces on va pouvoir faire pour bouger. Nous venons d'obtenir un résultat 5, ce qui est très convenable, donc là on va vraiment pouvoir mettre en place notre tactique. Donc c'est un mouvement normal de 5 pouces. Je vais mettre pour ces trois-là
l'aura de 2 pouces pour montrer la cohésion d'unité. Donc, nous bougeons de 5 pouces, l'objectif étant de légèrement s'éloigner de cette unité pour que durant le mouvement de charge, cette figurine, en prenant en compte l'aura de 3 pouces des rivers, puisse se rapprocher de l'unité ennemie d'infanterie qu'on souhaite charger, tout en maintenant l'aura de 3 pouces sur le Lehman Russ. Pourquoi? Nos rivers, vu qu'on a un triangle, on a 3 figurines, donc potentiellement 3 de contrôle d'objectif. Le Tank Commander possède 3 de contrôle d'objectif. Donc de base, on pourrait contester l'objectif pour lui enlever des points de primaire. Je l'ai positionné ainsi, j'ai gardé l'aura de 2 pouces pour maintenir la cohésion potentiellement, mais puisque celui-ci doit aller dans cette direction, pour pouvoir se rapprocher de l'escouade d'infanterie au moment de la charge, on va le coller le plus possible à notre river ici. De même pour celui-là, il va faire ses 5 pouces, et comme ça on a notre triangle de figurines pour maintenir la cohésion. Maintenant on regarde celui-ci au niveau de la cohésion, hop, on va bouger de 5 pouces ici, en se rapprochant de l'unité là, évidemment. On continue. Donc, hop, à 5 pouces, est-ce qu'il est dans le mur? Non, il est tout pile. Et pour le reste, on va tout simplement grossièrement se rapprocher de 5 pouces. Ce qui nous permet d'obtenir une charge à 4, parce qu'on est arrivé à 9 pouces. Notre cohésion est bonne, notre positionnement est bon aussi. On va passer maintenant à la phase de charge. Alors là, il faut faire attention à une nouvelle donnée. C'est l'intervention héroïque possible des boules green. Je vais mettre, hop, les 6 pouces des boules green, c'est-à-dire que si une de mes figurines finit dans les 6 pouces des boules green, ils vont pouvoir déclencher une intervention héroïque et ça peut faire très mal. Avant de faire votre mouvement de charge, regardons les distances. Cette figurine est à 10,8, celle-ci est à 10,8 aussi. Donc est-ce que je peux finir plus proche à 10,5 par exemple ici? Est-ce que j'ai les 3 pouces? Il semblerait que j'ai les 3 pouces, donc je vais pouvoir réaliser mon jet de charge. Regardons ça tout de suite. J'ai obtenu une charge à 8, donc c'est pas non plus la plus grande des charges, mais elle reste convenable. Alors, vu qu'on est à 10,8, je vais mettre mon aura ici à 10 pouces. Donc elle arrive ici, je vais peut-être même la mettre à 11 pouces, parce que faut être en dessous du coup, des 11 pouces. Alors, si je me mets à 10,5, c'est par là. Donc, je n'ai pas déclaré le Tank Commander comme cible de ma charge, donc je n'ai pas le droit d'arriver dans sa portée d'engagement. Ici, je vérifie si j'ai bien mis mes 3 pouces, c'est bien ça. Je vais me mettre, hop, vraiment ici. Pourquoi? Parce que avec une charge à 8, vu que je suis à 10,8, je ne peux pas arriver en contact socle à socle. Donc l'objectif de cette figurine lorsqu'elle fait son mouvement de charge, c'est tout simplement de finir plus proche de l'unité ennemie que je charge. Ensuite, pareil pour celui-ci, l'objectif étant tout simplement de maintenir la cohésion, donc on va pas s'embêter, celui-ci va venir là, car il est à plus de 8 pouces, donc on va simplement chercher à maintenir la cohésion. Il va venir ici, lui, de même, en restant sur l'objectif, et ensuite on va tout simplement effectuer les charges. Donc là, on peut arriver en contact, potentiellement, sauf qu'il faut absolument respecter la cohésion. Donc, lui va se rapprocher, il va finir tout pile dans la cohésion. Celui-ci pourrait arriver justement en contact socle à socle, mais je dois respecter ma cohésion. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord faire charger le lieutenant qui va arriver ici. Est-ce que je peux placer une figurine là? Pas du tout, il finirait dans le mur. Donc, on va continuer comme ça. Lui peut arriver là. Celui-ci peut arriver ici. Est-ce qu'on a la cohésion? Oui. Donc, j'attends, je patiente. Celui-ci, je fais attention aux 6 pouces des boules green pour l'intervention héroïque. Je maintiens la cohésion et j'empêche l'intervention héroïque en étant à plus de 6 pouces. Maintenant, est-ce que je peux arriver en contact? Je peux arriver en contact encore ici. Eh bien, je pense qu'avec les deux figurines, je peux maintenir la cohésion d'unité puisque je ne peux plus arriver en contact de nulle part avec ma charge à 8 sans être dans un mur. Donc, je vais maintenir ma cohésion de cette manière. Attention à pas trop se coller au mur car le but derrière, c'est de pouvoir faire un mouvement d'engagement et donc de pouvoir slider, c'est-à-dire faire un mouvement par ici durant le mouvement d'engagement afin de libérer de l'espace et pouvoir placer des figurines à portée d'engagement de l'adversaire. Puisque cette figurine pouvait arriver en contact socle à socle ou dans la portée d'engagement de la figurine d'infanterie mais finissait dans le mur, en format Games Workshop, eh bien vous restez derrière le mur et vous espérez être à portée d'engagement, bon, ce qui est le cas, hein. Mais si vous jouez en convention WTC/FEC, vous allez gagner un petit token, donc je prends celui-ci, hein, c'est l'action, mais c'est le petit token de barricade, puisque c'est une ruine, alors les figurines d'infanterie et de bêtes vont pouvoir profiter de ce jeton barricade qui vous offre une portée d'engagement de 2 pouces au lieu d'1. De même pour cette figurine, elle finit dans le mur si elle est au contact socle à socle, donc elle va finir juste derrière, je maintiens tout de même la cohésion, et lui aussi va gagner son petit jeton de barricade. Maintenant que le mouvement de charge est fini, est-ce que les boules green peuvent faire l'intervention héroïque? Non.
non, parce que je suis à plus de 6 pouces d'eux. Donc les boules green, ils restent en place. C'est à moi de m'activer. Alors, l'intérêt, c'est de pouvoir arriver à portée d'engagement lors du mouvement de consolidation contre le tank commander afin de l'obliger à désengager et ne pas pouvoir tirer, ou à tout simplement cibler les rivers en tirant au corps à corps, mais vu qu'il a des armes blast, le restant de ses tirs ne sera pas non plus des plus fabuleux. Donc l'objectif, c'est de vraiment embêter un maximum notre adversaire. Donc on passe au début de la phase de combat. Qui dit début de phase de combat dit capacité des rivers à infliger un test de Battle Shock aux unités à portée d'engagement 2. On a un commandement de 7, moins 1 avec la capacité des rivers, il a un test à 8 à faire. Regardons le jet de dés. Bon, il le réussit, il n'est pas Battle Shock, donc il va pouvoir utiliser des stratagèmes défensifs sans aucun problème. Maintenant passons au mouvement d'engagement. Ces figurines-là ne vont pas pouvoir bouger, car si elles doivent faire un mouvement d'engagement, elles doivent se diriger vers le tank commander, car elle peut arriver dans sa portée d'engagement. Contre celle-ci, elle est à plus de 4 pouces, elle ne peut pas arriver dans sa portée d'engagement, donc je vais pouvoir me rapprocher de l'infanterie, et en même temps du tank commander, parce que c'est l'unité ennemie la plus proche, en faisant un petit slide comme ça. Je finis plus proche du tank commander, et cela me permet justement, lui, avec la portée de cohésion de cette figurine, de pouvoir légèrement slider là, en restant dans la cohésion des deux figurines, mais en grattant quelques pouces. Celui-ci va pouvoir slider légèrement par là, en maintenant la cohésion. Maintenant, ces figurines-là vont pouvoir se rapprocher, en restant dans la cohésion et dans la portée d'engagement. De même pour celui-ci. On maintient la cohésion, celui-ci a son petit token de barrage, donc il reste là, il va pouvoir taper, mais si on était en Games Workshop, il n'y aurait pas de jeton de barrage et celui-ci n'aurait pas pu taper, car il n'est pas dans la portée d'engagement. Pour le reste, ils sont au contact, ça ne bouge pas. On va effectuer les jets de dés pour le combat contre l'infanterie squad. Alors j'ai oublié de vous montrer, mais il y a bien le serment de l'instant ici. Je vais le décaler légèrement pour qu'on puisse le voir un peu plus. On va le placer ici. Voilà. Donc, toute l'infanterie est détruite. On va pouvoir passer au mouvement de consolidation. On va devoir arriver dans la portée d'engagement ici. L'objectif... Hop, est-ce qu'il peut contact? Il peut donc, il va contacter. N'hésitez pas d'abord à bouger celui-ci en premier, car si celui-ci, à cause de l'angle du container, n'arrive pas dans la portée d'engagement de ce river, celui-ci, vous allez devoir le reculer, car vous êtes obligé de respecter la cohésion d'unité. Donc on va le faire tout de suite. On va faire 1 pouce de cette manière et 2 pouces ici. Vous voyez, je ne suis pas dans la cohésion d'unité, donc je le recule légèrement pour y être. Celui-ci vient maintenir ici le triangle parce que de toute manière avec ses 3 pouces, il n'arrive pas dans la portée de 1 pouce d'engagement, vous voyez. Donc il vient simplement, hop, maintenir la cohésion ici. Pour le reste, je vais faire un mouvement grossier, hop, juste pour maintenir la cohésion. J'aurais pas pu arriver à portée d'engagement des boules green dans tous les cas. Je vois quelques figurines qui sont dans les murs, donc je les recule légèrement pour ne pas être dans le mur et maintenir une cohésion. Voilà, j'ai capturé cet objectif-là à mon adversaire. J'empêche le tank commander de contrôler celui-ci, donc je lui enlève des points de primaire. Le tank commander, c'est à lui de jouer, il va pouvoir faire ses attaques de corps à corps, je vais pas faire les jets de dés, hein, c'est anecdotique. Nous sommes en fin de phase de combat, les jetons de barricade disparaissent et nous mettons un autour. Comme je le rappelais, si jamais vous jouez des incursors ou des molosses de Morkai en Space Wolf, vous serez limité par l'arrivée de réserves stratégiques et donc entièrement à 6 pouces d'un bord du champ de bataille. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.